Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger le workshop numéro 1 proposé dans cette formation Angular, le workshop manipulation de composants. L'objectif de ce workshop est de créer et manipuler un composant, d'appliquer le data binding, de définir un modèle de données et de manipuler les directives ngFor, ngIf et la directive ngModel. Pour cela, on va travailler sur l'étude de cas suivant. Donc, notre objectif est de créer la partie frontale d'une application e-commerce en utilisant le framework Angular côté front-end. Sachant que la partie opérationnelle, c'est-à-dire la couche métier de l'application, elle est déjà développée et elle est exposée sous forme des services web côté back-end. Donc, notre objectif est de créer une application SPI, Single Page Application, c'est-à-dire le fait de développer toute l'application dans une seule page web, c'est-à-dire dans une seule page HTML, et qui permet à l'utilisateur de parcourir une liste de produits, de commander un produit, de liker un produit et de chercher un produit. Voilà donc les rubriques qu'on va les développer dans notre interface ou dans notre application SPI. Pour commencer, il va falloir créer un projet Angular. Pour le faire, donc, il faut se positionner sur le dossier souhaité, c'est-à-dire le dossier où vous allez créer votre projet et d'ouvrir le terminal et après de taper la commande ngnew, le nom de votre projet. Une fois que vous terminez la création de votre projet, vous pouvez lancer le projet en tapant la commande ngserve -open. Passons maintenant à la deuxième question, créer un composant appelé Products Component. Donc voilà notre projet. J'ai déjà créé le projet eShop Angular et j'ai déjà préparé une vidéo explicative dans laquelle vous allez trouver les étapes nécessaires pour bien créer et lancer ce projet. Donc, notre premier objectif est de créer un composant avec le nom Products Component. Pour cela, dans le terminal, nous allons taper la commande ng. C'est pour dire ng generate component. Et après, vous allez donner le nom de votre composant. Dans ce cas, le composant est products. Voilà, entrée. Donc, cette commande, elle va ajouter un composant dans notre projet. Donc, ce composant, ça va être ajouté sous le dossier app. D'accord? Donc, le app représente le module racine de notre application. Dans ce module, vous allez trouver deux composants. Le composant app qui est déjà créé par défaut et le composant product qu'on a déjà créé maintenant. Voilà, donc sous le dossier product, vous allez trouver le fichier productscomponent.css pour développer les fichiers de style. Vous allez trouver le productscomponent.html pour la déclaration de contenu de notre composant web. Et vous allez trouver le fichier productcomponent.spec, c'est un fichier dédié au test unitaire. Et vous allez trouver le fichier productscomponent.ts, c'est dans ce fichier qu'on va développer la partie logique liée à ce composant. D'accord? Il y a un autre composant, c'est le composant racine de l'application. Et vous allez trouver de même dans ce composant le fichier CSS HTML qui vont décrire la partie template de ce composant. Et on a aussi le fichier TypeScript appComponent.ts, donc dans lequel vous allez trouver la logique liée à ce composant. D'accord? Après la génération de ce composant, vous allez trouver
dans le fichier appmodule.ts que ce composant est déjà bien ajouté dans la partie déclaration. Cette partie déclaration qui permet de définir les composants qui sont déjà créés en local dans ce module app module. Vous allez trouver aussi les imports, c'est dans cette partie-là où vous allez importer des modules extérieurs, donc les modules qui sont déjà intégrés sous le dossier Node Modules. Donc dans ce cas, on trouve par défaut le module Browser Module qu'on va l'utiliser pour développer des applications web. Vous allez trouver aussi le Provider, c'est pour faire appel au service. Et vous allez aussi trouver le Bootstrap, c'est pour indiquer le composant de démarrage. Et dans ce cas, le composant de démarrage, c'est le composant App Component. Et on dit que le App Component est le composant racine dans notre module. D'accord? Donc, dans le module App Module. D'accord? J'ai lancé en parallèle l'application. J'ai tapé la commande ngserve -open pour lancer l'application. Et voilà le rendu de notre application. Et bien, celle-là, c'est l'interface donnée par défaut dans le framework Angular. Cette interface-là, elle est déjà développée dans le composant racine app. Donc, vous allez trouver le code source de cette interface dans la partie HTML de ce composant. Donc, si je supprime le code qui est déjà dans ce fichier et je clique sur le Save, vous allez trouver pratiquement en parallèle dans notre interface qu'on a déjà supprimé toutes les données. Je peux par exemple ici ajouter un titre H1 dans lequel je vais taper par exemple application e-commerce. Donc, et je tape, voilà, Save, et je clique sur le Save. Voilà, en parallèle, je trouve le titre application e-commerce dans le rendu de notre application. Voilà, donc le composant app component, c'est le composant racine. Et d'ailleurs, on a le fichier, on a parlé d'une application SPI, c'est pour cela qu'on va trouver uniquement le fichier index.html et dans ce fichier, vous allez trouver la structure de base d'un fichier HTML, c'est-à-dire les appels aux balises HTML, le balise head et la balise body. Et dans le balise body, vous allez trouver cette balise app root qui représente quoi? Qui représente le sélecteur qui va pointer sur le composant racine. Et dans ce cas, le app component. Et d'ailleurs, si on va consulter le fichier appcomponent.ts, on va trouver dans ce bloc de code que le sélecteur de ce composant est le approot. Et le template lié à ce composant, c'est le appcomponent.html. Et les fichiers de style ou le fichier de style lié à ce composant, c'est le appcomponent.css. Donc, pour faire appel à ce composant, il faut tout simplement utiliser la balise approot. De même, dans notre composant product qu'on a déjà créé, donc vous allez trouver dans le fichier productcomponent.ts ce bout de code, ce sont les métadonnées nécessaires pour décrire notre composant, c'est-à-dire pour donner le sélecteur. Donc, dans ce cas, notre sélecteur, c'est le app product. Donc, ce sélecteur permet de pointer sur notre composant. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire appel à ce composant dans vos interfaces. Et dans ce composant, on a cette partie logique qui est développée dans le fichier productcomponent.ts. Elle est déjà liée à ce template. Donc voilà le template URL. Et elle est déjà liée au fichier de style CSS productcomponent.css. D'accord? Donc, si notre objectif pour le moment est d'afficher le template de ce composant dans notre interface, donc il faut aller vers
le composant AppComponent, donc dans le fichier .html, et tout simplement, vous allez utiliser le sélecteur de ce composant. Donc, voilà le sélecteur, c'est AppProduct. Et voilà, après, dans le rendu, vous allez trouver quoi? Dans notre interface, vous allez trouver le mot ProductsWorks. Donc, le mot ProductsWorks qui est déjà voilà, donc qui est déjà dans le fichier productComponent.html. D'accord? Et comme ça, on a fait appel à notre composant. Voilà, donc on a généré le composant. Passons maintenant à la troisième question. Créer un modèle de données appelé Product à définir sous un répertoire modèle comme suit. Donc, nous allons créer une classe modèle, d'accord, en utilisant le langage TypeScript. Donc, je vais taper sur le bouton droit et après New Directory. Donc, je vais créer un nouveau dossier avec le nom modèle. Et sous le dossier modèle, je vais créer un fichier TypeScript. Donc, avec le nom product.ts. Donc, dans ce fichier product.ts, nous allons développer notre classe. D'accord? Donc, classe, le nom de classe, c'est product. Voilà. Dans cette classe, on a les attributs suivants. Donc, on a l'ID. L'ID, c'est un entier. Donc, voilà, je peux ajouter le type de l'ID. Voilà. On a après le title. Le title, c'est une chaîne de caractères, donc de type string. Et après, on a quoi? Le price. Le price est du type number. D'accord? Et après, on a le quantity est du type number aussi. Et finalement, on a le like qui va décrire le nombre de likes et du type number. D'accord. Pour utiliser cette classe dans d'autres composants, il faut ajouter le mot export. C'est pour dire que cette classe est publique. D'accord? Donc, en utilisant ce mot export, vous pouvez importer cette classe dans d'autres composants. Voilà. Voilà, donc on a créé notre classe. Passons maintenant à la quatrième question. Afficher la liste des produits définis dans la propriété Product List du composant créé. D'accord? Donc, je vais copier cette liste pour le moment. Parfait. Et nous allons, dans notre composant Products Component, nous allons créer une propriété, d'accord, avec le nom Product List. Le Product List, c'est un tableau de produits. Donc, c'est un tableau, voilà, Product de produits. Voilà. Donc, il faut importer le fichier Product. D'accord? Donc, il faut faire import le nom de votre classe et après, vous donnez le chemin de cette classe. Donc, notre classe Product se trouve sous le dossier modèle et dans le fichier product.ts. Pour initialiser les données de cette liste, je vous invite à utiliser la méthode ngOnInit. Donc, la méthode ngOnInit, c'est une méthode prédéfinie et dans laquelle vous pouvez initialiser vos propriétés. Donc, dans cette méthode, je vais faire appel à cette product list. Voilà. Et je vais copier, voilà, la liste qui est déjà proposée dans le workshop. Voilà. Donc, c'est une liste d'objets. D'accord? Donc, voilà donc notre liste d'objets. Donc, cette liste contient 3 objets. Voilà. Donc,
avec les attributs qui sont déjà déclarés dans notre classe product. Voilà. Notre objectif maintenant, c'est quoi? Notre objectif est d'afficher cette liste dans la partie template. D'accord? Donc, notre objectif est d'afficher la liste dans la partie template. Donc, pour cela, on va parcourir la liste dans le fichier productcomponent.html. Pour parcourir la liste, je vais utiliser la directive ng-for. La directive ng-for, c'est une directive structurelle. D'accord? C'est une classe proposée dans ce framework Angular. Donc, je vais taper H2 pour ajouter un titre. Donc, voilà, product list. Et je vais déclarer un tableau, voilà, donc en utilisant la balise table, d'accord? Et après, voilà la balise tr pour dire table range, c'est-à-dire pour ajouter une ligne dans notre tableau. Donc, je vais commencer par l'entête de notre tableau. Voilà l'ID. Et après, on a le title. Après le title, on a le price. Voilà. Quantity. Je m'excuse. Donc, la balise TH. Quantity. TH. Like. Voilà. Pratiquement, on a donné l'entête de notre tableau. Et après, on va afficher les objets qu'on a dans notre tableau. Donc, on va associer à chaque objet de notre liste une ligne dans notre tableau. C'est-à-dire, on va faire le lien entre chaque balise tiers dans notre tableau et chaque objet qu'on a dans notre liste. Autrement, on va boucler sur la balise tiers. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vais ajouter la directive ng-for dans la balise tiers. C'est-à-dire, voilà, ng-for let p ou let product of list product list. C'est-à-dire, pour chaque produit dans la liste de produits, nous allons créer quoi? Une ligne dans notre tableau. D'accord? Cette ligne, elle va quoi? Afficher les données de notre objet. Donc, voilà, on a quoi? Product.id. Donc, pour afficher l'ID de notre produit, on va utiliser l'interpolation avec ces doubles accolades. Et après, je passe à l'affichage du deuxième produit, de deuxième quoi? Donnée. Donc, product.title. D'accord? Donc, voilà. Et après, on a td product.price, td product.quantité et finalement, nous allons afficher voilà, le nombre de likes. Voilà. Donc, pour chaque produit dans la liste de produits, nous allons afficher les informations associées à ce produit en utilisant la directive structurelle ng-for. Donc, comme vous pouvez constater ici, on a affiché les données qui sont déjà déclarées dans la partie logique
de notre composant, c'est-à-dire dans le fichier products.component.ts en utilisant la directive ng-for. D'accord? Pour améliorer la qualité de notre affichage, vous pouvez utiliser une classe Bootstrap. Donc voilà, telle que la classe Table. Donc la classe Table permet d'améliorer votre affichage. Voilà donc notre rendu en utilisant cette balise, cette classe Table. Cette classe, elle est déjà déclarée dans la bibliothèque Bootstrap. Passons maintenant à la 5e question. Ajoutez 2 boutons Buy et Like devant chaque produit. Donc, je vais ajouter 2 boutons. Donc, le premier bouton, c'est bouton Like et le deuxième bouton, voilà, le deuxième bouton, c'est le bouton Buy. Voilà. Donc, voilà notre interface. Donc, on a le bouton Like et on a le bouton Buy. Aussi, pour améliorer la qualité de votre affichage ou la qualité de votre interface, vous pouvez utiliser une classe Bootstrap qui permet d'ajouter quelques styles sur les 2 boutons. D'accord? Donc, je vais utiliser la classe btn warning. Donc, voilà l'utilisation de cette classe btn warning. C'est une classe proposée dans la bibliothèque CSS. Elle va changer cette classe. Voilà l'apparence de notre bouton. De même, je vais faire appel à cette classe dans le deuxième bouton. Donc voilà, btn par exemple, success. Donc ça va changer aussi la couleur et l'apparence, voilà, de notre bouton. Voilà. Passons maintenant à la question numéro 6. Le bouton Buy est inactif si la quantité de produit est égale à 0. Donc, le bouton Buy, c'est-à-dire le deuxième bouton, ce bouton, il sera inactif dans le cas où on a la quantité de produit est égale à quoi? Est égale à 0. Et d'ailleurs, dans notre liste, si vous remarquez, on a le premier produit avec une quantité égale à 0. C'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas acheter ce produit. Voilà, je m'excuse pour le son. Voilà donc le bouton Buy. Donc, pour inactiver un bouton en utilisant le langage HTML, vous pouvez ajouter cette propriété. Donc, vous pouvez ajouter la propriété disabled. Une fois que vous ajoutez cette propriété disabled, vous allez remarquer dans votre interface que le bouton Buy est inactif. Mais dans notre cas, on veut que le bouton Buy soit inactif dans le cas où la quantité est égale à 0. C'est-à-dire, la valeur de disabled, elle sera dynamique. Donc, elle va recevoir la valeur true si la quantité est égale à 0 et la valeur false si la quantité est supérieure à 0. Pour faire ça, on va utiliser le property binding. C'est-à-dire, on va associer cette propriété disabled à une condition. Pour cela, je vais ajouter les crochets pour dire que la valeur de disabled, c'est une valeur dynamique. Et après, je vais ajouter la condition. Notre condition, dans ce cas, c'est quoi? C'est product.quantité est égal à quoi? Est égal à 0. Donc, si la quantité de produit est égale à 0, donc l'output de cette condition, c'est quoi? L'output est true. Donc, dans ce cas,
cette propriété disabled, elle va recevoir la valeur true, d'accord? Et le bouton, il sera désactivé. Dans le cas où on a la quantité de produit est supérieure à 0, dans ce cas, l'output de cette condition est égal à false. Et le bouton, il sera actif. D'accord? Voilà donc, je vais exécuter tout ça. Comme vous pouvez remarquer en parallèle dans l'exécution de notre application, on a le bouton Buy qui est associé au premier produit. Donc, ce bouton, il est déjà désactivé. Pourquoi? Parce que la quantité est déjà égale à 0. Alors que pour les deux autres produits, on a ce bouton. Voilà, le bouton est actif. Donc, je peux cliquer sur ce bouton. Donc, pourquoi? Parce que la quantité, elle est déjà supérieure à 0. D'accord? Et bien, pour répondre donc à cette question, à la question numéro 6, on a utilisé le property binding. D'accord? Donc, on a associé cette propriété à une valeur dynamique. D'accord? Voilà, donc nous allons passer maintenant à la question numéro 7. Le clic sur le bouton Buy permet de décrémenter la quantité de produits sélectionnés. Donc, le clic sur le bouton Buy permet de décrémenter la quantité de produits. Dans notre application, voilà donc le bouton Buy et le clic sur ce bouton, il va déclencher une action dans la partie logique. Cette action consiste à décrémenter le nombre de likes de produits sélectionnés. D'accord? Donc, pour cela, on va travailler avec l'event binding, c'est-à-dire on va associer à cet événement clic, voilà, donc l'événement clic, donc on va associer à cet événement clic une méthode. Donc, la méthode, ça va être quoi? Par exemple, byProduct. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, donc si on a l'événement clic sur ce bouton, on va lancer l'exécution de la méthode byProduct. Et la méthode byProduct, c'est une méthode qui va être implémentée dans la partie logique. D'accord? Voilà. Donc, on va implémenter la méthode byProduct dans la partie logique. La méthode byProduct, elle va décrémenter le nombre ou la quantité de produits sélectionnés. Pour cela, il faut utiliser un paramètre. Il faut dire à cette méthode quel produit, l'ID de produit ou l'identifiant de produit sélectionné par notre utilisateur. D'accord? Pour cela, on va ajouter quoi? On va ajouter cette variable i qui va recevoir l'index, c'est-à-dire l'indice. Et notre méthode byProduct, c'est une méthode paramétrée qui va prendre en paramètre le i. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton Like, on va faire appel à cette méthode byProduct. Et cette méthode byProduct, c'est une méthode paramétrée et elle va prendre en paramètre le produit sélectionné ou la position du produit sélectionné. Donc, la position, c'est l'indice i de ce produit dans la liste de produits. D'accord? Maintenant, on va passer à l'implémentation de la partie logique de cette méthode. Donc, la méthode byProduct, c'est une méthode paramétrée. Donc, elle va prendre en paramètre le i qui est déjà du type number. Donc, le i permet d'identifier la position de produits sélectionnés dans notre liste. Donc, je peux tout simplement utiliser this product list. Donc, je peux utiliser le i pour pointer sur l'objet sélectionné par notre utilisateur. Voilà. Et je peux quoi? Voilà, décrémenter le nombre de likes. Donc, le nombre de likes, moins, point virgule. Voilà.
Si on passe maintenant à l'exécution de notre méthode où on va cliquer sur ce bouton, donc vous allez remarquer que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton like, par exemple, associé à ce deuxième produit dans notre tableau, donc si je clique sur ce bouton buy, voilà, donc on a quoi? Le nombre ou la quantité de produits déjà, voilà, donc on a décrémentation du nombre de produits. Et lorsque le nombre de produits atteint la valeur 0, donc automatiquement le bouton buy, il est automatiquement désactivé. De même pour le troisième produit. Voilà. Donc, voilà, pour répondre à la question numéro 7, on a utilisé le principe de event binding, c'est-à-dire on a associé une méthode qui est déjà développée dans la partie TS, dans la partie logique de notre composant, à un événement déclenché dans la partie template. Donc, suite à l'événement click, on a déclenché l'exécution de la méthode BuyProduct. D'accord? Donc, pour répondre à la question 7, on a utilisé le Event Binding. Passons maintenant à la question numéro 8. Donc, le clic sur le bouton like permet d'incrémenter le nombre de likes de produits sélectionnés. Donc voilà, pratiquement, on va utiliser le même principe que la question 7. Donc vous allez ajouter le bouton, vous allez ajouter plutôt l'événement clic sur le bouton like et vous allez associer l'exécution de la méthode, par exemple increment like, à cet événement. D'accord? Voilà, donc vous allez implémenter voilà, la même logique pour répondre à cette question. D'accord? Donc, je vais passer directement à la question numéro 9. Ajouter un input de type number qui permet à l'utilisateur de chercher des produits dont le prix est inférieur au prix tapé dans le champ. C'est-à-dire qu'on va donner à l'utilisateur un champ input, un champ dans un formulaire qui permet de chercher des produits selon un prix donné dans ce champ. Pour cela, je vais ajouter la balise form, d'accord? Et dans cette balise form, je vais utiliser des classes proposées par Bootstrap afin de développer un formulaire responsive, d'accord? Donc, je vais utiliser la classe form group. Et sous la classe form group, voilà, sous cette div, je vais voilà, taper label pour donner voilà, une indication sur notre champ. Et après, je vais ajouter l'input. Cet input est du type number. Voilà. Avec le name est égal à price. D'accord? Et je vais utiliser la classe form control. D'accord? Donc la classe form group et la classe form control, ce sont deux classes proposées dans la bibliothèque Bootstrap. D'accord? Voilà donc notre input. Donc notre objectif c'est quoi? C'est lorsque par exemple l'utilisateur il va taper la valeur 20, on va tout simplement afficher le produit dont le prix est inférieur à 20. D'accord? Donc comme si on va filtrer, d'accord, la liste selon la demande de notre utilisateur. Donc, si vous remarquez ici, on ne va pas ajouter un bouton chercher. D'accord? Donc, cette action de recherche, elle va être lancée automatiquement à chaque clic ou à chaque fois que l'utilisateur donne une valeur. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser le principe de two-way binding, c'est-à-dire qu'on va récupérer cette valeur dynamiquement à chaque fois que l'utilisateur tape des données. D'accord? Donc, je vais utiliser dans ce cas la directive ngModel. La directive ngModel qu'on utilise pour
assurer le two-way binding, c'est-à-dire le binding entre la partie template et la partie logique en même temps. Donc, si vous avez déjà une variable ici, donc c'est pour cela que je vais déclarer cette variable price max du type number. Voilà. Donc, l'utilisation de la directive ngModel dans la partie template, elle va quoi? Elle va associer, voilà, donc elle va associer la valeur de l'input quoi? À votre propriété qui est déjà déclarée dans le TypeScript. Donc, si l'utilisateur il va taper ici 5 par exemple, donc automatiquement la variable price max, quoi, elle va recevoir cette valeur automatiquement. D'accord? Donc, si on va aussi changer la valeur de price max ici, donc je vais par exemple taper que price max, la donnée que price max est égale à 5, donc automatiquement la valeur de l'input, elle sera mise à jour selon la valeur donnée dans notre logique. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on dit le two-way binding. Comme vous pouvez remarquer, ici, on a un problème lié à l'ngModel. Pourquoi? Pour utiliser la directive ngModel, il faut importer la classe, voilà, le module ngForm. Pour importer le module, je m'excuse, le module Forms Module. Donc, pour importer le module Forms Module, on va l'ajouter dans le appmodule.ts. Donc, dans le appmodule.ts, dans la partie import, vous allez ajouter ce module qui est déjà intégré sous le dossier Node Modules. D'accord? Voilà. Donc, Forms Module. Une fois que vous importez ce module dans votre projet, c'est-à-dire dans ce module app, vous pouvez utiliser la directive ngModel sans problème. Voilà, donc on a la directive ngModel et on a pratiquement, en utilisant cette directive, on a associé la valeur de l'input à notre propriété qui est déjà déclarée dans la logique et c'est le price max. D'accord? Voilà donc. On a bien récupéré donc la valeur de l'input dans le price max. Maintenant, on va utiliser le price max pour filtrer notre affichage. Donc, pour filtrer l'affichage, on va utiliser une condition. La condition, c'est le product.price inférieur à price max. D'accord? Pour cela, je vais utiliser la directive ngFor. D'accord? Donc, il faut prendre en considération la directive ngIf. Il faut prendre en considération que vous ne pouvez pas utiliser deux directives dans la même balise. D'accord? Pour cela, je vais ajouter une autre balise. Par exemple, je vais ajouter le tBody. D'accord? Et dans le tBody, je vais faire appel à cette directive ngFor. Et dans la balise tiers, je vais ajouter la condition. Donc, la condition, c'est ngIf quoi? If le product.price est inférieur à quoi? À price max. C'est-à-dire, dans ce cas, on va afficher seulement le produit dont le prix est inférieur à price max. C'est quoi le price max? C'est la valeur donnée par notre utilisateur dans ce formulaire. D'accord? Voilà. J'ai créé la balise tiers, voilà, j'ai ajouté la balise tBody. Pourquoi? Parce que je ne peux pas utiliser deux directives structurelles dans la même balise. D'accord? Voilà. Donc, on va tester maintenant notre application. Comme vous pouvez remarquer, on a pratiquement un affichage vide dans notre page. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore tapé la valeur price max. Si je tape par exemple ici la valeur 20, ça va afficher le deux produits dont le prix est inférieur à 20. Si par exemple j'ajoute ici 0, donc la valeur c'est 200, voilà, donc on a l'affichage du troisième produit. Donc si je supprime la valeur de l'input, voilà, donc on n'a aucun produit dont la valeur est inférieure à ce champ qui est pour le moment nul.
Si vous voulez afficher initialement tous les produits et, après vous voulez appliquer le filtrage, eh ben, vous pouvez tout simplement ajouter une autre condition, si le fait est que le price max est égal à nul. C'est-à-dire si l'utilisateur il n'a pas encore donné des valeurs, donc on va afficher tout le produit qu'on a dans notre tableau. Voilà donc. Initialement, on a tous les produits sont déjà affichés. Si l'utilisateur il va taper la valeur par exemple 19, je vais tout simplement afficher les produits dont le prix est inférieur à 19. Si je tape 17, donc voilà, il me laisse qu'un seul produit avec le prix égal à 16. Donc si j'ajoute ici par exemple 8, donc voilà, on a trois produits dont le prix est inférieur à cette valeur. Voilà. Donc, celle-là, c'est la correction du workshop numéro 1 proposé dans cette formation. Merci pour votre attention.